La saison 2 n'a pas fait dans la demi-mesure pour son final. L'épisode a répondu à plusieurs questions cruciales, mais a aussi bouleversé le lore de Fallout. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Tu as misé sur l'espoir et tu as perdu, déclare Robert House, une voix numérique sur un Pip-Boy, tandis que la goule scrute les cryopodes vides où il pensait trouver sa femme et sa fille. C'est peut-être vrai pour Cooper Howard, irradié, mais pas pour nous. Nous avons misé sur la saison 2 pour qu'elle trouve le moyen de rassembler toutes ces idées audacieuses. Elle y est parvenue. Enfin presque. Alors que le générique défile et que notre attention se porte sur ce qui nous attend au-delà des Rocheuses, dans le Colorado, quelques questions restent en suspens, sans conclusion satisfaisante. L'histoire de l'abri 31 n'était-elle qu'un prétexte pour une troisième saison? Et qu'est-il advenu des clans rivaux de la confrérie de l'acier? Pourtant, même si l'épisode ne procure pas la véritable impression de conclusion que l'on retrouve dans les meilleurs épisodes finaux, cet épisode reste un excellent épisode qui tisse des liens, répond à des questions et conclut les aspects les plus importants de ce voyage excentrique à New Vegas. Chapeau bas aux showrunners Graham Wagner et Geneva Robertson-Doiré, qui ont réussi l'exploit de mener à bien toute la saison sans jamais confirmer de fin canon pour Fallout New Vegas. Un clin d'œil malicieux, au fil des ans, mon corps est devenu la cible de voyageurs errants en quête de preuves, laissant entendre que le corps décharné de House, ayant survécu à des siècles d'apocalypse, a peut-être été tué par le courrier. Malheureusement, la série rend le jeu presque insignifiant, et j'y reviens en fin de vidéo. Le retour de House me semble superficiel. On sait qu'il est un génie, mais comment a-t-il créé cette forme artificielle dépendante de la fusion froide? Je suis surpris que la puce de platine du jeu n'ait pas été intégrée ici, transformée a posteriori en une sorte de disque dur de survie pour l'IA. Peut-être que la saison 3 apportera des réponses, car l'écran qui clignote dans les derniers instants de l'épisode laisse penser que Robert House n'a pas dit son dernier mot. Si le retour de House marque un tournant dans l'univers, son rôle dans ce final se limite souvent à guider la goule, qui a enfin accès à l'abri de direction de Voltec. Certains spectateurs seront sans doute frustrés de voir que la quête pour retrouver la famille de la goule, qui s'étend sur 2 saisons entières, se conclut par une simple carte postale indiquant le Colorado. Mais cette phrase, tu as misé sur l'espoir et tu as perdu, souligne clairement que la goule est plus proche que jamais de retrouver son identité de Cooper Howard. L'espoir est un symptôme de l'humanité, et même ce revers ne peut l'anéantir. Barb et Jenny ne sont peut-être pas à Las Vegas, mais elles sont vivantes. Ou, espérons que la saison 3 répondra enfin à cette question. Une grande partie de cet épisode, consacré à la goule, explore sa sensibilité, notamment à travers des flashbacks qui révèlent comment Cooper a endossé la responsabilité de son implication, ainsi que celle de Barb, dans des activités anti-américaines afin de protéger sa famille. Il est donc regrettable que ses retrouvailles avec Lucy, qui a tant contribué à lui rendre son humanité, soient si peu développées. Bien qu'il la sauve du lavage de cerveau orchestré par Hank, le duo n'a pas l'occasion de se réconcilier avec le passé. Quels que soient leurs sentiments, culpabilité ou reconnaissance, le final laisse passer l'opportunité d'une conversation riche en émotions. Heureusement, Lucy a droit à son moment d'émotion, mais avec son vrai père, pas celui qu'elle a découvert dans la saison 1. Après avoir déclenché son propre lavage de cerveau pour l'empêcher de révéler la véritable nature de son projet de contrôle mental, Hank devient le père que Lucy a toujours cru. Gentil, doux, aimant. On y retrouve un côté Black Mirror, un moment doux amer rendu possible uniquement par une technologie sinistre. Kyle MacLachlan et Ella Purnell ont tous deux été formidables tout au long de cette saison, mais ces quelques secondes précieuses comptent parmi leurs meilleures performances dans la série jusqu'à présent. Ce moment si triste est immédiatement contrebalancé par l'arrivée de Maximus. Son étreinte avec Lucy est d'une sincérité absolue, un remède apaisant à l'amour artificiel que Hank lui a offert sous toutes ses formes. Cette étreinte est tout aussi importante pour Maximus, qui a passé la majeure partie de l'épisode à se faire massacrer par des écorcheurs dans un combat à la hauteur de la promesse faite par le générique de fin de la saison 1. Après de nombreux faux départs, nous y sommes finalement parvenus. Des missiles déchirent la chair et des mâchoires sont arrachées, dans un combat sanglant qui retranscrit parfaitement l'épuisement et l'infériorité numérique écrasante d'un affrontement direct avec les plus redoutables colosses des Terres Désolées. Mais c'est en voyant Maximus, sans son armure, armé d'une simple perche et utilisant une table de roulette comme bouclier que l'on perçoit véritablement sa transformation. Il n'a plus besoin de plaques d'acier pour défendre les plus démunis, car il est enfin devenu l'homme bon que son père avait prédit. Bien sûr, une perche ne fait pas le poids face à un écorcheur, et
Heureusement, la RNC arrive à la rescousse. Si les retrouvailles de Maximus avec son peuple des décennies après le bombardement de Shady Sands qui les a décimés sont réconfortantes, le véritable moment de plaisir réside dans la reconstitution du tir du sniper au ralenti de la cinématique d'ouverture de Fallout New Vegas. Certes, un pur clin d'œil aux fans, mais je dois avouer avoir poussé un cri de joie. Au-delà du strip, nous retrouvons la Légion de César, qu'on n'avait pas revue depuis le 3e épisode de la saison. Après une longue attente, nous découvrons enfin les conséquences de la bataille déclenchée par la Goule entre les factions rivales de la Légion. La Certa Legate, désormais couronnée à tort, seul César se permet une plaisanterie hilarante sur sa volonté de prendre le contrôle de Las Vegas et d'y construire le Kaiser Palace. La RNC a peut-être débarrassé le strip des écorcheurs, mais il semblerait qu'une bête encore plus redoutable se profile à l'horizon. Vous aurez sans doute remarqué que plusieurs sujets de cette critique se terminent par une anticipation de la saison 3. Ce final est résolument tourné vers l'avenir, et bien qu'il pose efficacement les bases de la suite, il le fait souvent au détriment d'une véritable conclusion. Après avoir joué un rôle important en début de saison, la RNC et la Légion ont été largement relégués au second plan, et un conflit qui aurait dû être crucial pour cette région du monde a été mis en suspens. À présent, alors que les missions de nos personnages à New Vegas sont terminées, Lucy a réglé ses comptes avec son père. La Goule a retrouvé, dans un sens, sa famille. Cette guerre est sur le point de reprendre. Ce qui nous maintiendra soit prisonniers du strip, soit verra sa violence se propager dans les terres désolées. J'aimerais me tromper, mais j'ai le sentiment que ce qui se passe à New Vegas devrait rester confiné à la saison qui lui est consacrée. Toutefois, le plus gros problème réside dans l'histoire des abris, qui n'a servi que de teasing étalé sur plusieurs épisodes, annonçant la saison suivante. Aucune conséquence n'a été tirée pour le ridicule groupe de soutien à la consanguinité de Reg, obsédé par les Ancas. Aucune résolution pour la découverte du virus à évolution forcée par Norm. Aucun lien n'a été établi entre les origines canadiennes de Steph et ses projets concernant les abris. Aucun personnage n'a connu d'évolution significative et aucun n'a atteint un point culminant palpitant. Bien que certaines révélations soient intéressantes, les liens de Hank avec l'Enclave et le déclenchement par Steph de la mystérieuse phase 2 de cette faction obscure prouvent que cette intrigue n'était pas dénuée d'intérêt. Elle s'est avérée la plus frustrante à suivre, souffrant grandement de son manque de clarté et de sa conclusion inachevée. On pourrait également dire que l'histoire de la confrérie de l'acier est restée en suspens, la série ayant complètement abandonné la guerre civile au moment même où elle éclatait. Cela m'inquiète moins car les actions de la confrérie ont toujours été un complément au parcours de Maximus plutôt qu'un élément central de l'intrigue, et l'effondrement total de l'alliance de Quintus a finalement donné l'impression d'apaiser des tensions latentes plutôt que de marquer le début de quelque chose de plus important. Toutefois, la scène post-générique de cette saison laisse présager un retour fracassant de Quintus. La révélation qu'il est en possession des plans de Liberty Prime a sans aucun doute fait bondir de son siège une armée de fans. Vu la capacité de la série à donner vie aux icônes des jeux, j'ai hâte de voir ce robot gigantesque arpenter les champs de bataille de la saison 3. Avec plusieurs intrigues laissées en suspens, l'épisode final de la saison 2 ressemble davantage à un point d'étape qu'à un véritable final. Bien qu'il ne parvienne pas à donner à ces 8 épisodes l'aspect d'un arc narratif complet, il relie tous les éléments et apporte des réponses à bon nombre des questions les plus importantes de cette saison. Son plus grand atout réside toutefois dans les moments forts et émouvants qu'il offre à des personnages principaux. Adieu doux amer, espoir renouvelé ou tout simplement le courage d'un enfant dans une armure avec des lance-missiles. Il ne fait aucun doute que Fallout New Vegas est l'un des meilleurs opus de la licence et qu'il est adoré des fans. C'est pourquoi la quasi-disparition de la mission du courrier est une surprise. Bien que la série fasse référence à New Vegas à travers des clins d'œil et des références visuelles, elle a également pris de nombreuses mesures pour l'éloigner du canon. Avec les écorcheurs envahissant le strip de New Vegas, Monsieur House saccagé et la RNC Légion en ruine, il semblait que chaque aspect du jeu ait été modifié et rendu plus ou moins amoindri. Les fans s'attendaient à une conclusion définitive, mais ils ont eu le droit à presque tout le reste. La fin de la saison 2 n'a fait qu'aggraver les choses. Alors que la Goule s'enfonce dans les montagnes et que l'abri 32 sombre dans le chaos, Lucy et Maximus se retrouvent à New Vegas au sommet du Lucky 38. Contemplant New Vegas libéré pour la première fois depuis des années, ils aperçoivent également une guerre imminente entre la RNC et la Légion pour le contrôle de la ville. De plus, l'image de Monsieur House apparaît furtivement à l'écran, preuve qu'il n'en a pas encore fini avec New Vegas. Bien que cela soit une excellente nouvelle pour l'avenir de la série, cela rend Fallout New Vegas quasi
quasiment insignifiant. La fin de la saison 2 replace New Vegas dans un état presque identique à celui dans lequel les fans la trouvent au début de Fallout New Vegas. La ville est assiégée par de multiples forces tandis que Robert House tente de maintenir son emprise. Ce retour à la situation initiale donne l'impression que New Vegas n'a jamais existé. On nous a clairement indiqué que la série et les jeux feront partie du même univers. Todd Howard de Bethesda a même affirmé que la série influencera les futurs jeux lors du développement de leur scénario. Si cela représente une victoire majeure pour la création d'un empire multimédia, cela complexifie parfois la compréhension de l'histoire. Supprimer et remplacer des jeux n'est pas la solution. En réalité, tenter d'effacer New Vegas de l'univers et de la mémoire collective des fans ne fera qu'aggraver les choses. Les fans s'y opposeront sans aucun doute, ce qui pourrait nuire à la popularité de la série. Cela compliquerait également la situation pour Todd Howard, dont les fans ont toujours supposé qu'il n'appréciait pas New Vegas car le jeu a été développé par Obsidian Games et non par Bethesda. Fallout New Vegas est l'un des meilleurs jeux de la licence et c'est dommage de le voir rendu obsolète par la fin de la saison 2. Le jeu peut évidemment toujours être apprécié des fans indépendamment de son statut canon, mais il semble risquer de revenir sur des jeux entiers, surtout avec une communauté de fans aussi importante. Comme si l'Enclave, une organisation génocidaire et fasciste, n'était pas déjà assez terrifiante, la série a trouvé le moyen de la rendre encore plus horrible. Une grande partie de la saison 2 s'est concentrée non seulement sur Voltec, mais aussi sur la personne ou le groupe qui tirait les ficelles. Barbara Howard elle-même évoque la présence d'un individu mystérieux qui observait sa réunion secrète lors de la saison 1. Pour revenir à la saison 1, l'Enclave était également évoquée avec crainte et appréhension. Si la saison 1 a révélé que Voltec était à l'origine de la Grande Guerre, des bombardements atomiques et de la création des Terres désolées, cette révélation a profondément bouleversé l'univers. Pourtant, la saison 2 a remis sur le devant de la scène toutes les questions restées en suspens. Alors que Cooper Howard s'impliquait de plus en plus dans le projet de fusion froide et tentait d'empêcher la fin du monde, il s'est retrouvé malgré lui mêlé aux affaires de l'Enclave. Le final a apparemment confirmé que c'était bien l'Enclave qui tirait les ficelles concernant Voltec, la fusion froide et même Robert House et le destin de New Vegas. Ceci marque un tournant décisif dans l'histoire, transformant l'Enclave d'une force agressive luttant contre les Terres désolées et Voltec en un groupe œuvrant à la création des Terres désolées et une nouvelle Amérique. Si certains de ces objectifs rejoignent les buts initiaux de l'Enclave, c'est la manière dont elle les poursuit qui a radicalement changé. La collaboration avec Voltec représente de loin le changement le plus important. Auparavant, Voltec semblait se tenir à l'écart de l'Enclave, malgré la présence de nombreuses autres puissantes corporations aux côtés de la Cabale. Il est cependant plus logique que Voltec soit l'un des contributeurs les plus influents. Hank prouve également que les objectifs de l'Enclave ont évolué quant à la manière dont elle envisage de restaurer les Terres désolées. Robert House et Voltec ont fourni la technologie, l'infrastructure et le personnel nécessaire à la création des puces de contrôle cérébral. Mais c'est l'Enclave qui nourrissait des ambitions bien plus grandes. Plutôt que de commettre un génocide ou de répandre des virus et autres menaces pour décimer les habitants des Terres désolées, l'Enclave cherche à les contrôler. En dominant les Terres désolées, l'Enclave peut s'assurer que tous adhèrent à son plan. Plus besoin de tuer, ni de prendre le contrôle de la confrérie par la force. Il lui suffit d'implanter secrètement une puce et de les manipuler dans l'ombre. Ainsi, l'Enclave devient bien plus redoutable et puissante. Auparavant, l'Enclave avait besoin de plans complexes et d'un arsenal conséquent pour mener à bien ses projets génocidaires. Mais désormais, une simple puce suffit à bouleverser le monde. L'Enclave est bien plus efficace notamment grâce à l'expertise des dirigeants de Voltec. Maîtrisant la production de masse et le management, Voltec est la corporation idéale pour accompagner l'Enclave dans sa nouvelle stratégie concernant les Terres désolées. L'intégration de Voltec à l'Enclave pourrait sembler anodine, mais elle aura un impact considérable sur l'avenir de la licence. En dotant l'Enclave des ressources et de la puissance de Voltec, elle devient instantanément bien plus puissante. Alors que des jeux comme Fallout 3 avaient considérablement réduit les capacités de l'Enclave, Fallout semble désormais lui avoir redonné toute sa force. Cela coïncide parfaitement avec la dégradation de l'abri 32 dans la série. Tandis que les occupants scandent à bas la direction, Steph, l'épouse de Hank, contacte l'Enclave pour activer la phase 2 du plan. Si les spectateurs ignorent peut-être la nature de cette phase, il est évident qu'elle annonce de graves difficultés pour les occupants des abris 32 et 33, ainsi que pour le reste des Terres désolées. Par ailleurs, une révolte des super mutants semble se préparer dans l'ombre. La Ghoul a été guérie par un super mutant qui affirmait que son espèce avait presque disparu et qu'un changement était nécessaire. Alors que l'Enclave se renforce grâce aux ressources de Voltec et constitue une armée dotée de puces cérébrales, il semble que les mutants des Terres désolées devront eux aussi se renforcer. L'Enclave cherchant à éradiquer les mutants, il est logique
que la série met en place une guerre sans merci entre les deux camps. Les deux camps prennent l'ascendant, ce qui pourrait annoncer le dénouement de la série. Ce conflit pourrait également influencer l'histoire de Fallout 5 et des futures mises à jour de Fallout 76. Fallout n'a jamais hésité à modifier l'univers établi des jeux. L'Enclave est désormais la force dominante des Terres Désolées, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Lucie, Maximus et la Goule dans les saisons à venir. Énorme bouleversement avec la fin de cette saison 2, et ça annonce une saison 3 passionnante. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, okidoki. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.